Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Bon, on en parle depuis plusieurs semaines, là, des cas de violence dans les écoles secondaires du Québec se multiplient depuis plusieurs semaines, sincèrement plusieurs années, là, depuis que je fais de la radio. En septembre dernier, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, qui nous ont annulé tantôt parce qu'ils ne voulaient pas commenter ce qui se passe, observait une recrudescence des gestes d'incivilité en milieu scolaire depuis la pandémie. On parle de cris, d'insultes, de menaces. Aussi, selon la presse et la CNESST, oui, le nombre de lésions liées à la violence à l'égard d'enseignants et de professeurs avait augmenté de 64 % entre 2018 et 2022. Avec nous, la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, Mélanie Laviolette. Madame Laviolette, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Merci de l'invitation. Devant tous ces cas de violence et de les centres de services scolaires qui ne parlent pas, les directions d'école qui savent pas où se positionner, comment vous réagissez, vous, à la Fédération des comités de parents du Québec? Mais on se le cachera pas. Comme parents, c'est certain que notre première préoccupation est de s'assurer que nos enfants sont dans un milieu de vie sécuritaire. C'est la base. On se comprendra là-dessus. En même temps, nous, comme fédération, ça fait plusieurs années qu'on martèle l'importance de la collaboration et des communications avec les milieux scolaires de nos enfants aussi. Donc, c'est important que l'information nous soit donnée pour qu'on puisse, de un, intervenir auprès de nos enfants, de les sensibiliser à ce qui se passe, mais également, puis de pas oublier que nos enfants sont probablement les mieux placés pour nous dire ce qui se passe. Parce qu'il y a ce qui est visible et ce qui se passe pendant les récréations, pendant l'heure du dîner également. Donc, d'écouter ce que nos enfants ont à dire, pas nécessairement parce qu'ils sont impliqués directement, mais parce qu'ils voient des choses. Et ça peut aider à mettre en place là, des interventions qui sont peut-être un petit peu plus efficientes. Donc, des témoins privilégiés, il faut les entendre. En même temps, êtes-vous en train de nous dire, Mme Laviolette, qu'il y a un problème de communication entre les directions d'école, les centres de services scolaires et les parents? Qu'il y a un problème, je pense qu'on ne communiquera jamais suffisamment. Parfois, on peut le voir dans certains milieux, c'est des cas qui sont gérés à l'interne et l'information ne va pas nécessairement couler jusque chez nous. Dans nos maisons, on s'entend là, à moins que ce soit une problématique qui est vraiment particulière ou qu'elle se retrouve dans les médias, malheureusement. Je crois qu'on devrait privilégier une approche, que ce soit une lettre générique pour nous aviser, on est conscient de telle situation dans nos milieux. Vous pouvez avoir une discussion avec vos enfants, vous pouvez faire de la sensibilisation. On communiquera jamais suffisamment. Puis à l'inverse, comme parents, si on entend parler de quelque chose par notre enfant, de transmettre cette information-là aux directions d'établissement également. Mais des vraies communications, là. Pas de la bullshit, là, pas de la manipulation, pas de la désinformation. Nous, ça fait plusieurs cas là, qu'on aborde ici, Mme Laviolette. Là, tu dis, on dirait qu'il n'y a pas de plan de match. Là, et souvent, les directions d'école veulent pas alerter les médias ou la police pour protéger ou ne pas ternir la réputation de leur école. Je veux juste vous lire un extrait d'une lettre d'un parent de l'école, ce qu'on aborde ces temps-ci, là, l'école secondaire des Échos à Vaudreuil-Dorion. On dit, elle parle du directeur d'école et elle prend sa défense, elle a toujours pris sa défense, mais là, avec les nouvelles informations que nous, on a fournies, hier, entre autres, à l'émission, elle dit, c'est à mon tour de faire des demandes. Les parents veulent être informés et sentir que la direction est consciente des enjeux actuels. Convoquez les parents pour une réunion spéciale, faites une sortie dans les médias pour faire preuve de transparence et exigez dans ce cas-là, du Centre de services scolaires des Trois-Lacs, du soutien pour votre équipe professorale afin qu'ils se sentent en sécurité. Exigez également que des mesures concrètes soient prises afin de reprendre le contrôle dans votre école. Ça pourrait être tout d'abord en transférant certains élèves dans des écoles différentes. Mais il y a un appel là, à dire, traitez-nous en adultes, traitez-nous en collaborateurs, en alliés, plutôt que d'essayer toujours de jouer en catimini. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, là, que cet appel-là, il est justifié? Oui. Oui, comme parent, j'aimerais avoir l'heure juste également du milieu dans lequel mon enfant évolue. Ça, c'est officiel. On a hâte de voir la stratégie du ministre concernant la lutte contre les violences là, dans le plan qu'il a déposé. Il y a des plans de lutte
contre l'intimidation également qui sont en place dans toutes les écoles. En fait, c'est une loi. Alors, on est obligé de l'avoir. Après ça, est-ce qu'on peut y rajouter plus de mordant? Est-ce qu'on utilise une réelle application des mesures? Est-ce qu'on se doit de la bonifier, de bonifier ce plan de lutte là, à l'intimidation et aux violences également? On est beaucoup dans la prévention parce qu'on veut éviter que ça arrive, mais il faut également avoir des mesures qui sont prêtes et adéquates quand on est confronté à une situation, plus dans les écoles secondaires que les écoles primaires, de par l'âge là, des jeunes qui la fréquentent. Mais oui, je peux comprendre l'appel de cette mère-là qui dit, je veux avoir des vraies réponses sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu de vie de mon enfant. C'est tout à fait légitime. Madame Laviolette, je parlais au directeur de l'école secondaire Mont-Bruno, là, où le jeune a été forcé de s'agenouiller puis a été battu par une crapule, filmé par ses complices. Les ressources, là, tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, c'est pas vrai que l'agresseur va retourner en classe avec la victime qui, elle, va dire « Moi, je vais changer d'école parce que je suis intimidé puis j'ai peur. » Il n'y a comme pas de plan de match là, bien clair pour dire « Si tu agresses dans une école, voici les conséquences qu'on va appliquer. » C'est... La Fédération demande une loi cadre depuis longtemps en lien avec le regroupement La Voix des jeunes comptes également, qui, eux, le demandent dans le cadre des violences à caractère sexuel. Je pense qu'une loi cadre où, justement, la victime est protégée serait de mise. Oui, le plan de lutte contre l'intimidation est là, est important. Il fait le travail dans plusieurs cas parce que des fois, on les prend à temps, parce que la problématique n'est pas trop avancée. Mais je pense que autant au niveau des centres de services scolaires, des écoles, pour encadrer les enseignants aussi, et nous, comme parents, pour nous rassurer qu'une loi un petit peu plus serrée, un petit peu plus mordante là, pourrait être intéressante dans des cas comme ça. Mais vous parlez d'intimidation. Là, on parle de coup-poing sur la gueule où le jeune perd une dent. On parle de gangs là, qui se confrontent. On parle de professeurs, d'adultes qui ont peur de faire de la surveillance. Imaginez, c'est des jeunes de secondaire 4. Imagine les petits pits de secondaire 1 qui arrivent. Comment c'est impressionnant d'arriver à une école secondaire quand tu pars du primaire. Et là, t'as la gang de crapules qui font chier tout le monde, qui intimident tout le monde, qui savent pas vivre, qui se battent. Et qui salopent, qui vandalisent, puis il n'y a pas de conséquences. J'imagine les enfants arriver dans ces écoles-là être traumatisés, puis les adultes qui ont peur, c'est pas un milieu où tu as le goût de travailler. Bon, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Puis, quand je parlais de communication tantôt, je pense que c'est un peu ça, l'extrait que vous me parliez de cette mère-là, de Vaudreuil-Dorion, c'est la même chose. Si on ne sait pas exactement où est-ce qu'on envoie nos enfants, dans quel milieu, dans quelle ambiance, atmosphère on les envoie, c'est bien dur d'intervenir, c'est bien dur de faire de la prévention, c'est bien dur d'aller chercher de l'information aussi. Je pense, puis on le voit depuis le mois d'août, tu sais, l'actualité scolaire, elle est beaucoup là. Il y a des choses qui ressortent, que ce soit des agressions sexuelles en milieu scolaire, que ce soit des violences qui sont physiques maintenant et pas juste la cyber-intimidation. On en entend tellement parler maintenant que je pense qu'on n'a plus le choix de la regarder dans les yeux, puis de prendre acte de ce qui se passe, puis de travailler tous ensemble pour trouver des solutions pour arrêter ça. Avez-vous l'impression qu'il y a un problème aussi, et ça je l'ai lu, de la part des profs et des directions d'école, chez les parents? Des parents violents, des parents qui n'acceptent pas qu'une femme leur dicte les règles à suivre à l'école. Les parents de certaines communautés religieuses là, qui sont un peu plus crinqués que d'autres. Il y a des problèmes chez les parents aussi. Là. Vous faites quoi face à ça, vous, en tant que responsable? En tant que fédération des représentants des parents, oui, tout à fait. Je ne serai jamais celle qui va nous glorifier, dans le sens où est-ce que je sais très bien que comme parents, on a notre travail à faire. On abandonne. Parfois, on est un petit peu plus mou parce qu'on a nos réalités à nous. On a notre job de parent à faire. Ça, je m'en cacherai jamais, puis je vais toujours l'admettre. On a des réalités, comme vous le soulignez, qui sont culturelles, qui viennent avec certaines valeurs également, qui différencient d'une famille à l'autre. Faut qu'on apprenne à collaborer tous ensemble. C'est un mot qui revient souvent, mais qui est important parce que sans ça, on y arrivera jamais. Si tout le monde se confronte dans leur position,
on n'arrivera jamais à rien. Je pense que tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin, mais tout le monde doit prendre ses responsabilités, autant les parents que les centres de services scolaires, que les directions d'école. Je pense qu'on se doit de faire notre job. Je suis curieux de votre réaction, Mme Laviolette. Là, est-ce que les parents devraient être tenus responsables, redevables du comportement de leurs jeunes quand ils vandalisent, quand ils battent quelqu'un, quand ils agressent quelqu'un? C'est une grande question que vous me posez là, M. Dutrisac, parce que là, on relève plus de la loi civile. Est-ce que le parent devrait être tenu responsable au niveau de la loi? Je sais pas, je peux pas m'avancer là, c'est délicat. Est-ce que ça pourrait donner des arguments pour que certains prennent leurs responsabilités? Peut-être, parce que en tant que société, on n'est pas différent de personne. Hein? C'est quand ça vient faire mal qu'on a tendance à écouter. Mais c'est sûr que c'est un terrain sur lequel je peux pas m'aventurer tant que ça. OK, mais sortons de la loi, là. Restons dans les écoles, Mme Laviolette. Là, il y a un jeune qui fait du vandalisme. Il y a des frais encourus à cet acte-là. On le pogne, on sait que c'est lui. Est-ce qu'on devrait envoyer la facture aux parents? Pourquoi pas? Si ça peut aider. Tu sais, je vais toujours rechercher une solution pour que les choses se règlent. Quelle est la bonne solution? Je ne sais pas. Il y a des parents qui sont plus récalcitrants que d'autres, c'est bien évident. Il y a des parents qui ne sont pas au courant du comportement de leurs enfants non plus, puis c'est important de leur dire. Puis, est-ce qu'on a besoin de plus d'intervenants, de plus de spécialistes auprès de ces jeunes-là pour les prendre en charge, pour les contrôler? La violence, il y a l'effet de gang, oui, mais il y a souvent quelque chose de sous-jacent caché à ça aussi qu'on a besoin d'investiguer. Dernière question, là, c'est des trucs qui me reviennent souvent en tête. Là. Est-ce qu'il serait temps que les parents comprennent que l'autorité en classe, c'est le prof? C'est la prof, c'est le prof, et c'est pas eux, c'est pas l'élève, c'est pas le coin-coin, c'est pas le SMAT, c'est la prof qui est en classe, l'enseignante et l'autorité en classe. Il serait pas temps que ça soit dit, que ça soit clair, ça? Oui, puis je donne souvent cet exemple-là parce que c'est la façon dont j'aborde personnellement ma relation avec les enseignants de mes enfants. Dans un couple, quand on élève notre enfant, on essaie de ne pas remettre en cause la décision de l'autre parent pour préserver justement l'autorité parentale de l'un de l'autre. Puis quand on n'est pas d'accord, on s'en parle entre nous. Je vois cette relation-là avec le personnel enseignant de la même façon. Donc, je vais appuyer l'enseignant, mais si j'ai un problème, je vais y écrire en privé. Je ne vais pas le descendre devant mon enfant. Je ne vais pas remettre en cause la décision. Puis c'est une approche qui personnellement, fonctionne. Fonctionne parce que l'enseignant sait qu'il peut avoir confiance en moi et vice-versa. Donc, j'ai toujours l'heure juste aussi par rapport à ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est au bon vouloir de chacun. Là, il y a eu à Brossard une bagarre générale. J'ai parlé au Mont Bruno, l'école secondaire. Le jeune a perdu une dent. Là, il y a un paquet d'exemples. Les Échos, puis à Saguenay aussi, hier, on apprenait. Et pendant ce temps-là, je suis désolé, mais j'entends pas le ministre de l'Éducation prendre position, être ferme. Il dit, on est en lien avec les centres de services scolaires qui se cachent parce que c'est une patente bureaucratique. Il n'y a plus personne responsable ou redevable de rien. C'est un réel problème d'avoir des services scolaires anonymes à ce point-là. On dirait qu'on ne s'occupe pas de la question. Je crois que c'est entendu. Je crois que c'est quelque chose qui doit être mis en place. La machine gouvernementale, parfois, roule lentement, tourne lentement, malheureusement. Dans tout ce qui se passe, et c'est tragique présentement, toutes les histoires qu'on entend, la seule chose que je retiens de positif, c'est qu'on en entend parler. Ça a malheureusement un effet boule de neige. On réalise qu'il y en a de plus en plus des cas comme ça, que c'est problématique dans plusieurs milieux, dans plusieurs secteurs également. Vous me parlez de plusieurs régions du Québec. C'est pas juste concentré à Montréal ou concentré à un endroit. On parle de plusieurs endroits puis des milieux qui sont relativement favorisés aussi. Donc, le facteur démographique n'est pas nécessairement à prendre en cause. Et je pense que collectivement, on se doit de mettre un peu de pression pour que ça bouge. Il y a des fois où est-ce que ça a besoin de bouger plus vite et on espère que ce sera mis en place. La bureaucratie étant ce qu'elle est, ça prend parfois du temps. Ouais. Avez-vous un message pour notre ami Bernard Drainville ou Bien, on est toujours là, prêt à collaborer avec lui s'il a besoin d'entendre la voix des parents. Ça va nous faire plaisir d'aller le voir puis de lui dire ce que nous, on entend sur le terrain des échos qu'on en retient. Parce que vous n'êtes pas consulté, là.
On est consulté, on va plus parler avec les employés du ministère, oui, mais on ouvre la porte, on est toujours là pour lui s'il a besoin d'entendre ce qu'on a à dire. C'est bon. Présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, Mélanie Laviolette, merci. Bonne chance. Merci à vous. Au revoir.